Fondelatte raconte. Christophe Fondelatte. Voici l'histoire d'un meurtrier qui a bien failli disparaître dans la nature. Il a fallu faire demi-tour à un car ferry en route pour l'Algérie pour lui mettre la main dessus. Sa victime s'appelle Anne-Laure Urvois. Il l'a tuée en 2007 à Valence d'Agen, dans le Tarn-et-Garonne. Pour le débrief, je serai en ligne avec son avocat de la défense, maître Alexandre Martin du barreau de Toulouse. La réalisation de cette histoire est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fondelatte. Anne-Laure Urvois est une toute jeune ingénieure de 27 ans qui travaille à la centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn-et-Garonne, tout près de Montauban. Nous sommes le 21 novembre 2007 et ce matin à la centrale, tout le monde l'attend pour une réunion importante. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle savait qu'on avait cette réunion. Ah ben oui, je suis allé dans son bureau, ses dossiers sont dessus. Elle avait tout préparé, manifestement, je sais pas ce qui se passe. On l'appelle ? Oui, t'as raison, je l'appelle. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Anne-Laure, bonjour. On avait une réunion ce matin. Ben voilà, on t'attend. S'il y a un problème, rappelle-moi. Mais elle ne rappelle pas. À midi, elle n'a donné aucune nouvelle. C'est quand même pas normal, hein. On devrait aller chez elle, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, t'as raison. Ouais. On y va. Anne-Laure habite à 20 minutes de la centrale, à Valence d'Agen, à un petit pavillon dans un lotissement réservé aux employés. Exactement au 15 rue des Tulipiers. Le portail est ouvert. Ses collègues sonnent. Ils frappent à la porte. Personne. Alors ils appellent les gendarmes. Oui, une collègue de la centrale. Anne-Laure Urvois. U-R-V-O-Y. Elle n'est pas venue travailler ce matin, alors on est allé chez elle, elle répond pas. Ce matin, vous dites ? Il serait quand même raisonnable d'attendre un peu, non ? Je comprends, oui, mais vous pourriez quand même passer chez elle ? Passer chez elle 6 heures après sa disparition. Bon, d'accord. On vous tient au courant. Les gendarmes vont chez elle, comme promis. La maison est fermée, aucune trace d'effraction. Ils vont pas plus loin. De toute façon, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la maison. Et puis cette femme n'a disparu que depuis 6 heures. Il est beaucoup trop tôt pour s'inquiéter. Mais l'après-midi passe et elle n'a toujours donné aucune nouvelle. Ses collègues de la centrale décident de prévenir les parents. Et juste après, ils rappellent les gendarmes. Je me dis qu'elle a peut-être fait un malaise, quoi. Vous pourriez retourner chez elle ? Peut-être avec les pompiers ? J'ai conscience qu'elle n'a disparu que depuis ce matin, mais croyez-moi, c'est quand même très inquiétant. Les gendarmes sont de bonne composition. Ils débarquent chez Anne-Laure Urvois vers 18h avec 2 pompiers. On va passer par le garage. Je pense que la porte est plus facile à enfoncer. Et les voilà dans la maison. Dans le salon, rien d'anormal. Ils avancent encore et ils arrivent devant une chambre dont la porte est légèrement entr'ouverte. J'arrive pas à ouvrir. On me dirait qu'il y a quelque chose qui bloque derrière. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est bon. Nom de Dieu. Ce qui bloque la porte, c'est un cadavre. Un corps de femme allongé sur le ventre dans une mare de sang. Anne-Laure Urvois est morte. Il y a du sang partout sur les murs et sur la porte. Et son visage est couvert de blessures. Le procureur de Montauban met sur le coup la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse, qui débarque sur place avec un gros camion.
Même dans la série des experts, vous n'avez jamais vu ça. C'est un nouvel outil dont les gendarmes sont très fiers. Une régie vidéo. L'idée, c'est d'envoyer un minimum de personnes sur la scène de crime. Uniquement les TIC, les techniciens du labo de la gendarmerie, en tenue blanche et équipés de caméras. Et tous les autres, c'est-à-dire le procureur, les enquêteurs, les officiers, restent dans le camion. Et ils regardent la télé. Comme ça, ils ne polluent pas la scène de crime avec leurs gros pieds tout sales. Colombo n'aurait pas aimé ça. Et Maigret non plus. On a changé d'époque. Une scène de crime, ça ne se renifle plus. On la découvre sur écran vidéo. Alors, voilà ce qu'on découvre sur les grands écrans du camion, grâce aux caméras dont sont équipés les experts de la gendarmerie. Bien, nous sommes maintenant dans le salon. Sur la table du salon, le couvert est mis pour deux. Et il y a dû y avoir du grabuge, l'une des assiettes est retournée sur la nappe. Près de l'autre assiette, il y a une paire de lunettes. J'attire votre attention sur la présence de pantoufles sous l'une des chaises. Des pantoufles qui sont posées là, comme si la personne qui les portait s'était faite aspirer par le haut. Je veux attirer aussi votre attention sur le dispositif autour de la sonnette du téléphone. C'est une sonnerie à part, comme autrefois, dont la cloche métallique a été coincée avec du sopalin, ce qui est une façon de neutraliser la sonnerie. Vous pouvez nous montrer l'équipement informatique, je vous prie ? Négatif, hein. Nous n'avons trouvé aucun ordinateur et pas non plus d'ailleurs de téléphone portable. Pas d'ordinateur ? Une ingénieure dans le nucléaire ? Ça tient pas debout. Nous avons ici un répertoire téléphonique papier. Notez qu'il semble manquer des pages qui correspondent aux lettres X, Y et Z. À part ça, les placards n'ont pas l'air d'avoir été fouillés. Et hormis la table de la cuisine, tout est absolument en ordre. Dans le camion, autant vous dire que ça gamberge sec. Donc, a priori, la maison n'a pas été fouillée. Donc, on n'est pas sur un cambriolage qui a mal tourné, même si la disparition de l'ordinateur et du portable pourrait nous le laisser penser. Mais moi, je pencherais plutôt pour un crime familier, c'est-à-dire le type ou la gonzesse qui dînait en face des pantoufles, par exemple. Ouais, t'as pas tort. Il y a une autre piste quand même, il ne faut pas l'oublier. Elle était ingénieur à la centrale nucléaire de Golfech, donc son ordinateur a disparu. Peut-être qu'il y avait des données importantes dedans. Mais le directeur de la centrale de Golfech vient très vite calmer les esprits. Il n'y a absolument pas de risque de ce côté-là. Mademoiselle Urvois n'était absolument pas rattachée à un service sensible, hein, pas du tout. Alors de quoi est-elle morte, Anne-Laure ? Allons voir le légiste. Elle est morte étranglée. Possiblement en deux temps. D'abord avec les mains, et ensuite avec un foulard ou quelque chose de ce genre. Mais avant cela, il y a eu des coups. Je dirais deux sortes de coups. Des coups qui ont été portés avec un objet acéré. Ici, par exemple, au niveau de l'arrière du cou. Et puis par ailleurs, on a des coups sur le visage qui sont assez violents et qui, a priori, ont été donnés à main nue. Vous voyez des ecchymoses ici, là, sur les lèvres, sur le menton et sur le nez qui est par ailleurs fracturé. Donc on a affaire à des coups quand même qui sont assez puissants. Mais je le répète, la strangulation qui intervient en dernier est la cause de la mort. Un carnage, autrement dit, qui commence par des coups de poing, bim, bim, qui se poursuit par des coups avec un objet acéré, bam, bam, et qui se termine par un étranglement. Alors Anne-Laure était-elle en conflit avec quelqu'un ? Les gendarmes posent la question à sa sœur. Un conflit ? Ah non, pas du tout.
Mais quand même, l'été dernier, elle a décidé de rompre avec Ridel. C'est son ex-compagnon. Et je sais que Ridel, il supportait pas très bien la rupture. Hein. Ridel, c'est son nom ou c'est son prénom? Ni l'un ni l'autre, hein. C'est son surnom. Son vrai nom, c'est Ziba. Abderrazak Ziba. Z-I-B-H-A. Ziba, c'est un nom qu'on aurait certainement retrouvé à la page Z du répertoire d'Anne-Laure, si elle n'avait pas été arrachée. Tous les proches d'Anne-Laure, tous, disent que Ziba a très mal supporté la rupture. Bon, faut dire qu'ils avaient passé 10 ans ensemble quand même, hein. Mais c'est vrai que lui, il n'avait pas du tout accepté la séparation. Il n'arrêtait pas de l'appeler, il lui faisait même du chantage au suicide, ça se passait pas bien du tout. Hein. Intéressant aussi, le témoignage d'un voisin. Eh bien, ces derniers jours, on l'a pas mal vu, hein, l'ex d'Anne-Laure, là, Ridel. Hein, chérie, on l'a pas mal vu. Il était souvent chez elle, alors qu'on l'avait pas vu depuis un bon bout de temps. Hein. Donc, ils se revoyaient. Alors, on cherche chez elle des traces de Ziba, un calbut, un rasoir, une paire de chaussettes. Rien. Bon, mais il va falloir aller le voir, hein, ce gars-là. Écoute, j'ai essayé de l'appeler sur son portable, il répond pas. Ok, ben on essaye de localiser son portable. En attendant, les gendarmes vont voir les parents d'Anne-Laure. On nous a beaucoup parlé de son ex-compagnon, Abderrazak Ziba. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet? Pas grand-chose, en vérité. On ne sait pas grand-chose sur lui. Anne-Laure l'a rencontré il y a 10 ans. Elle avait 17 ans à l'époque. Et lui, quel âge avait-il? 20 ans de plus, 21 ans, exactement. Il avait 38 ans. Et là, les parents racontent une histoire de fada. Il y a quelque temps, Anne-Laure et Ziba ont voulu se marier. Et ça n'a pas pu se faire. Il a été incapable de fournir un extrait de naissance. Il lui disait toujours « T'inquiète pas, je l'aurai bientôt, c'est une question de jour ». Et puis il l'a baladé comme ça pendant des mois et des mois. Les parents racontent que leur fille avait commandé la robe et lancé des invitations. Et que du coup, il a fallu annuler le mariage. Et c'est après qu'elle a rompu. C'est ça qui a entraîné la séparation. Hein. Très vite après. À partir de là, dans la tête du procureur, ça va très vite. Il est algérien, on est d'accord. En toute logique, il va chercher à s'enfuir en Algérie, si c'est pas déjà fait. Et une fois là-bas, c'est fini, hein, sachant que l'Algérie n'extrade pas ses nationaux. C'est râpé. Où est-ce qu'on en est du côté de son opérateur de téléphone? Eh bien écoutez, on devrait avoir le relevé de son portable et le traçage dans la journée. Faites-vous envoyer aussi des éléments sur l'utilisation de la carte de crédit de mademoiselle Urvois, hein, parce qu'a priori, il la lui a volée. Et par ailleurs, je vais vous envoyer une réquisition afin de le placer sur écoute, d'accord? Vous me tenez au courant. Hein. La carte bancaire a été utilisée à Clichy-sous-Bois, en région parisienne. Un retrait de 170 €. Quant au tracé de son portable, donc, le jour du meurtre, il est bien chez elle. Hein. Et le lendemain, il est à Paris, dans le 16e arrondissement. Il y reste environ 5 heures. Et ensuite, donc, il prend la route du sud de la France. C'est-à-dire qu'il va vers Marseille ou vers Sète pour prendre un ferry pour l'Algérie. Ça paraît très clair. Hein. Bon, ok, on appelle nos collègues de Marseille. Oui, bonjour. C'est la SR de Toulouse ici. Dites-moi, on cherche un certain Abderrazak Ziba. Zulu, India, Bravo, Hôtel, Alpha. Est-ce que vous avez accès à la liste de passagers des cars ferry pour l'Algérie? Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il a d'ores et déjà embarqué sur l'un d'entre eux? Un instant, s'il vous plaît. Alors, Ziba Abderrazak.
C'est fichu. C'est fichu. 6 heures qu'ils naviguent vers l'Algérie. Le gendarme en bouffe leur casquette. Et le procureur, il est pas content, le procureur. Il faut que vous appeliez le commandant du bateau et voyez avec lui ce qu'on peut faire. On va pas le laisser filer comme ça quand même, hein. Les gendarmes prennent donc contact avec le commandant du ferry. Il est armé, votre gars, là? Ah, nous n'en savons strictement rien. Est-ce que vous pourriez organiser une surveillance à bord? Et surtout, vous ne le quittez pas des yeux. Pendant ce temps-là, côté français, on cherche une solution. Envoyer un hélicoptère et faire intervenir le GIGN. Impossible, le temps en mer est exécrable, ça serait trop dangereux. Intervenir à quai en Algérie. Diplomatiquement, c'est impensable. Demander au commandant de neutraliser lui-même Ziba. Hors de question. Moi, je vois qu'une seule solution. Il faut demander au ferry de faire demi-tour vers la France. Mais évidemment, le commandant n'est pas chaud. Il a peur que Ziba s'en aperçoive et qu'il s'en prenne aux passagers. Écoutez, commandant, je sais pas, mais mettez-vous quand même à la place des parents. Imaginez que cet homme ait tué votre fille et que le commandant d'un ferry soit le seul à pouvoir le faire arrêter. Vous voudriez quoi, vous, commandant? Vous voudriez qu'il continue sa route? Et puis j'ajoute une chose. Si vous faites rien, comment est-ce que vous ferez pour vivre avec ça sur la conscience? Écoutez, je vous comprends. Mais il faut voir ça avec l'armateur, hein. La SNCM. Il n'y a que lui qui peut prendre la décision, hein. Parce que ça a quand même un coût, hein, de faire demi-tour. Je dirais au moins dans les 200 000 euros, hein. Et dans un premier temps, il est d'accord pour ralentir son ferry. Il dit que les passagers ne devraient pas s'en apercevoir. Et finalement, la SNCM donne son feu vert. Et discrètement, le ferry fait demi-tour et repart en direction de la France. Si tout va bien, il sera dans la rade de Toulon dans 6 heures. Pourvu qu'à bord, Ziba ne se doute de rien. Est-ce qu'à bord, Ziba s'est aperçu de quelque chose? Je pense pas, hein. Il a été le dernier client au bar. Après, il est allé fumer une cigarette sur le pont et là, il vient de rentrer dans sa cabine. Je pense qu'il s'est couché, hein. Il ne s'est pas aperçu que le bateau a fait demi-tour. Quand le bateau entre dans la rade de Toulon, il est 3 heures du matin. Une vedette de la gendarmerie fonce en sa direction. Une équipe de gendarmes en tenue d'intervention monte à bord. Et ils vont tout droit vers la coursive numéro 8 et la cabine de Ziba. Et ils le neutralisent en plein sommeil. Ouf! Ça y est, ils l'ont coincé. Ensuite, les gendarmes vont fouiller sa voiture. Il ne va pas pouvoir nier parce que dedans, il y a l'ordinateur d'Anne-Laure et ses bijoux. Et sur lui, il y a sa carte bancaire. Quand il le place en garde à vue, Ziba a parfaitement compris que ça n'est pas la peine de raconter des salades. Alors il raconte ce qui s'est passé le jour du drame. On avait recollé les morceaux depuis une dizaine de jours. Et donc j'ai passé la journée chez elle en attendant qu'elle rentre. Et j'avais pas mal bu pour tuer le temps. Et quand elle est rentrée, on s'est disputé à cause de ça, à cause de l'alcool. Elle m'a dit que je picolais trop. Et elle m'a dit une phrase que j'ai trouvée terrible. Elle m'a dit, si tu continues comme ça, tu finiras sous les ponts. Franchement, c'est cette phrase qui m'a fait péter le plomb. Surtout que là, elle m'a dit, casse-toi de là, quand tu bois, t'es complètement excité. Je suis chez moi, ici. Il dit qu'à ce moment-là, ils ont commencé à se battre. Il raconte qu'il a tenté de l'étrangler avec une écharpe. Mais je ne pouvais pas, quoi. J'étais incapable de faire ça.
C'est pas évident hein, d'étrangler quelqu'un. Alors je suis sorti sur la terrasse, j'ai attrapé une bêche qui était là, et je l'ai frappé avec. Combien de fois est-ce que vous l'avez frappé? Une, deux, trois fois en tout. Mais je tiens à dire que quand j'ai pris la fuite, elle respirait encore. Hein. Moi, je pensais qu'un voisin lui porterait secours, vous comprenez? Autrement dit, il assume, mais à moitié. Et les gendarmes n'y croient qu'à moitié. Parce qu'il y a plein de choses qui ne collent pas, notamment avec l'autopsie. Il dit qu'il a donné 3 coups de bêche et rien de plus. Or, le légiste a mis en avant des coups sur le visage. Des coups de poing, sans doute. Et ça, il n'en parle pas. Concernant l'étranglement, il dit j'ai serré avec une écharpe. Mais le légiste dit qu'on a aussi serré à main nue. Alors les gendarmes le ressortent de sa cellule de garde à vue. Comment t'expliques les traces autour du cou? Ça, c'est pas fait avec une écharpe. Hein. Et puis les plaies sur le visage. Son nez qui est cassé. Ça colle pas vraiment avec ce que tu nous as raconté. Le nez cassé? Eh bien, il est tombé, c'est pour ça. La garde à vue se termine, et Abderrazak Ziba est déféré chez la juge d'instruction, et devant la juge, ça peut dire qu'il est à côté de la plaque. Et les policiers m'ont pris ma trousse de toilette, il y avait du parfum dedans. Ça va pas, ça. Nous sommes vraiment désolés, monsieur Ziba. Et quand il parle d'Anne-Laure à la juge, il en parle comme si c'était une inconnue. Il dit elle ou il dit la victime. Mais en fait, c'est incroyable quand même, monsieur Ziba. Pourquoi est-ce que vous la nommez pas par son prénom? Je veux pas, parce que sinon je la vois et c'est insupportable. À l'issue, il est mis en examen pour meurtre et écroué, bien sûr. Et l'enquête se poursuit, pas vraiment à son avantage. Car la juge fait appel à un morpho-analyste de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. C'est un expert qui est capable de faire parler des taches de sang et des éclaboussures sur les murs. Et c'est un expert reconnu sur le plan international. Donc quand on frappe quelqu'un violemment, avec une bêche, une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois qu'on relève la bêche, on envoie des gouttes de sang sur le mur. S'il avait frappé 3 fois dans le même axe, comme il dit, toutes ces projections se retrouveraient derrière, côte à côte. Or, il y en a de tous les côtés. Hein, ça veut dire qu'il a bougé entre chaque coup. Et ça, messieurs, c'est le signe d'un acharnement. Ziba dit aussi que quand il l'a frappée, elle était debout, qu'il ne l'a pas frappée au sol. Or, il y a des gouttes de sang sur tout le bas du mur. Alors, oui, il l'a frappée au sol. Au regard de l'observation des projections de sang, j'affirme que c'était absolument pas un coup de sang. Ça a duré beaucoup plus longtemps qu'un coup de sang, beaucoup plus. Combien de temps? Plusieurs heures. Plusieurs heures. Bon, est-ce que la morpho-analyse des taches de sang est une science exacte? Non. Mais ça colle avec les conclusions du légiste. À part ça, les gendarmes découvrent que l'oiseau est déjà marié. Depuis 2 ans et demi, avec une certaine Ouria. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se marier avec Urvois Anne-Laure. Et qu'il a utilisé ce subterfuge de l'extrait de sens. Il était déjà marié, en fait. Les gendarmes vont voir sa femme, et elle n'est pas tendre avec lui. Au début, j'étais complètement amoureuse de lui, vraiment. Mais alors, après le mariage, il m'a complètement délaissé, quoi. Et alors, après 2 ans, il m'a carrément quitté. Là, j'ai insisté pour demander le divorce. Il faisait le mort. Et ça n'était pas son premier mariage. Il s'est marié une première fois quand il avait 20 ans, avec une cousine germaine, Sonia, qui dit qu'au début ça allait, mais que très vite il est devenu violent et qu'il la battait. Anne-Laure n'était qu'une maîtresse.
Voilà la vérité. Et en plus, ça n'était pas la seule. Il y avait aussi Zoubida, une jeune Marocaine à qui il avait aussi promis le mariage. En avril dernier, figurez-vous, pile au moment où il était censé épouser Anne-Laure. Alors il pourra toujours dire que c'était la femme de sa vie, qu'il n'y avait qu'elle, qu'il n'aimait qu'elle. On aura beaucoup de mal à le croire. Un an et demi après le meurtre d'Anne-Laure, la juge d'instruction organise une reconstitution sur place, dans la maison. Et il est là, en survêtement, et il se prête à l'exercice, un peu hagard, mais il s'en tient à sa version des faits. Il mime la tentative d'étranglement avec l'écharpe, mais pas plus. Il mime les coups de bêche sur sa victime, debout. Il répète qu'il ne l'a jamais frappée au visage, et que quand il est parti, elle était vivante. Sauf que tous les experts présents disent que ça ne colle pas. Le légiste, par exemple. Moi, je pense que ça s'est pas passé comme il dit. On a des échymoses sur le visage, on a une fracture sur le nez, et ça n'a pas été fait avec la bêche. Et puis, il l'a pas seulement étranglé avec une écharpe, je le redis. Il l'a étranglé avec les mains. Et le morpho-analyste expert en traces de sang, il n'est pas non plus d'accord avec sa version. Il dit qu'il l'a frappé quand il était debout, c'est strictement impossible. Il n'y a pas de traces de sang en hauteur. Toutes les traces de sang sont proches du sol. Alors, Ziba finit par reconnaître que peut-être il l'a frappée une fois quand elle était debout et les autres fois au sol. La reconstitution s'achève sur une certitude. Ça n'était pas un coup de folie, ça n'était pas un coup de sang. Deux ans plus tard, s'ouvre le procès devant la cour d'assises de Montauban. Est-ce que vous pouvez raconter, monsieur Ziba, la nuit où tout cela s'est passé? D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'Anne-Laure, c'est la seule femme que j'ai aimée. C'est la seule. Et j'ai jamais voulu lui faire de mal. De l'avis de tous, ça sonne creux. Quant à sa ligne de défense, elle tient en une phrase. Tu finiras sous un pont. Les mots d'Anne-Laure qui auraient déclenché le coup de folie. Mais il n'a pas convaincu. Et à la fin, le verdict est lourd. Il prend 27 années de prison sans peine de sûreté. Maître Alexandre Martin du barreau de Toulouse, vous avez été dans ce dossier l'avocat d'Abderrazak Ziba. On peut peut-être commencer par un commentaire sur le verdict. Pour un meurtre, il encourait 30 ans, il en prend 27. À quoi est dû, à votre avis, ces 3 petites années en moins? Bah, écoutez, je pense, parce que cet homme n'avait pas d'antécédent judiciaire, il n'avait pas à la base un mauvais profil, et on imaginait mal qu'il puisse commettre des faits pareils. Je crois que c'est ce qui a permis peut-être d'obtenir 3 ans de moins. Est-ce que l'alcool entre en ligne de compte comme quelque part un tout petit atténuateur de responsabilité? C'est une maladie, l'alcoolisme. Oui, alors est-ce que, enfin, en droit, l'alcool c'est plutôt une circonstance aggravante, mais je pense que dans la genèse des faits, je crois que les jurés ont entendu effectivement que Ziba avait bu et que Anne-Laure Urvois avait prononcé des mots sur lesquels on reviendra peut-être, Oui. que l'expert avait qualifié, l'expert psychiatre professeur Heisenberg avait qualifié de mots qui tuent, c'est-à-dire qu'un moment qui déclenche chez celui qui entend ces mots, et ça, comment dire, c'est une répercussion sur sa vie personnelle, hein, ces mots ont une importance. On fait que cet homme a complètement dégoupillé, pour parler trivialement. Tu finiras sous les ponts. Pourquoi ça déclenche finalement sa colère? Parce que il sait que c'est comme ça qu'il va finir? Parce qu'il a peur de finir comme ça? Et il a peur de finir comme ça, mais c'est surtout parce que son père
alors qu'il était enfant, a été assassiné. Son père avait sombré dans l'alcoolisme, a été assassiné, retrouvé sous un pont. D'accord. C'est ça qui va déclencher chez lui cette crise démentielle. Ouais. Vous dites démentiel, il n'a pas obtenu d'excuses psychiatriques, il n'en a pas été question non plus. Non, non, je ne l'entends pas, je n'emploie pas ce terme à dessein pour vous dire qu'il méritait une excuse psychiatrique. C'est pas ce que je dis, mais à un moment donné, pour comprendre le comportement criminel, on est bien obligé de se raccrocher à des réactions, fussent-elles psychologiques et non psychiatriques. Il y a bien à un moment donné quelque chose qui a déclenché cette scène complètement hallucinante et ce crime complètement hallucinant par sa violence, crime que l'on n'attendait pas voir commis par cet homme. Euh, Comment est-ce que on défend un homme qui tente finalement de minorer un peu son geste, alors que les experts viennent dire tous qu'il ment? Ah, écoutez, on le défend parce qu'on défend d'abord un être humain qui est, comment dire, sidéré, je dirais, par ce qu'il a commis, qui ne le correspond pas. Lorsqu'on étudie la vie de cet homme, le comportement de cet homme qui n'avait jamais été répertorié, si je puis dire, comme un homme capable d'une telle violence, et on essaie d'expliquer ce qui peut se passer dans la tête de cet homme qui, je crois, était incapable de voir en face ce qu'il avait commis. D'ailleurs, la peine, quand elle est prononcée, elle est très sévère, et cet homme, pas une seule seconde n'imaginera en relever appel, parce qu'au final, il acceptera la sanction. Ma question portait sur les experts. Donc lui dit, elle était debout, et les experts disent non, 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 elle était assise. Lui dit, je l'ai pas frappé au visage, et le légiste dit, oui, 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 il l'a frappé au visage. Et donc, on les croit, les experts. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Et vous lui dites, allez, vas-y, parce que de toute façon, on va entendre les experts. Oui, croyez bien que on a parlé de nombreuses heures avec cet homme. Je crois qu'il était incapable, alors d'assumer son crime, oui, mais peut-être pas d'en assumer tous les éléments, parce que ça leur envoyait une image de lui qui était insupportable. Je crois que cet homme n'avait toujours pas compris à l'époque comment il avait pu exercer de telles violences et rentrer dans une telle rage pour commettre ce crime avec la violence qu'on lui connaît. Parce que vous, maître Martin, vous les croyez aussi, les experts? Bah, écoutez, les expertises étaient relativement concordantes entre le légiste et puis celui qui avait analysé les traces de sang. Les experts nous expliquaient que manifestement les explications de M. Ziba ne pouvaient pas correspondre à la réalité. Donc on a bien entendu, c'est pas une science exacte, on a contredit les experts, on a posé des questions aux experts, mais au final, je crois que les jurés ont entendu ce qui semblait s'imposer par les constatations scientifiques. Quand il dit au procès, c'est la seule femme que j'ai jamais aimée, je n'ai jamais voulu lui faire de mal, euh, il dit la vérité ou il ment? Oui, alors là, c'est toute la complexité de Ziba. Je crois réellement que Ziba était très amoureux d'Anne-Laure Urvois. D'abord, très, très, très rapidement, Ziba vient de l'étranger, c'est un homme qui n'a pas un haut niveau intellectuel et qui va rencontrer cette femme qui, elle, est ingénieure, qui a une carrière phénoménale, qui est une femme, extrêmement intelligente. C'est un peu une princesse pour lui. Malheureusement, cet homme, il s'est englué dans des mensonges, notamment un mariage Oui. qui n'était pas terminé. Et l'ironie, si je puis dire, de l'histoire, c'est que le divorce sera prononcé quelques semaines après la commission des faits. C'est-à-dire que la procédure était engagée. Je ne sais pas pourquoi cet homme, ce dossier n'en finissait pas. Il faisait un peu l'autruche et il pensait qu'il allait s'en sortir. Il gagnait du temps, il faisait reporter ce mariage parce qu'en réalité, il ne pouvait pas publier les bancs parce que lui était incapable de fournir un acte d'état civil sur lequel était mentionné ce divorce. Il ne pouvait pas se marier, il le savait. Il s'est englué dans ce mensonge, il gagnait du temps et au final, il a été rattrapé par son mensonge. Et évidemment, Madame Urvois a décidé de le quitter quand elle a compris que finalement cet homme ne pouvait pas se marier. Ça me fait penser au cercle du mensonge de Jean-Claude Roman, c'est-à-dire quand Tout à on fait. ment, à un moment donné, on s'englue tellement qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie que de tuer.
Exactement. C'est vrai que le parallèle que vous faites avec Jean-Claude Roman, c'est pas les mêmes faits, bien évidemment, mais effectivement, ça chemine de la même manière, psychologiquement, psychiatriquement, c'est-à-dire que ce sont des personnages, des hommes qui se sont englués dans ce mensonge, incapables de s'en sortir, parce qu'à un moment donné, c'eût été peut-être plus simple de dire les choses en disant, écoutez, j'arrive pas à me sortir de ce divorce, les papiers, ça traîne, etc., etc. Alors certes, Ouais. il prenait le On risque. fera l'année prochaine, quoi. Et peut-être prenait-il le risque de la perdre, mais peut-être, je crois que cette femme était quelqu'un de bien, sa famille aussi, peut-être aurait-il entendu ces explications qui au final étaient peut-être administratives, mais cet homme était incapable de dire la vérité, ça fait partie des difficultés de cet homme, il s'est englué là-dedans, et puis quand il a vu qu'il ne la récupérerait pas, parce qu'elle l'avait déjà quitté quelques semaines avant, elle avait accepté quand même qu'il revienne, ils étaient amoureux l'un de l'autre, et qu'elle a proféré ces mots, il s'est dit, bon, ben, je ne m'en sortirai pas, et en plus, elle me renvoie à la fin de mon père. Finalement, je suis, Hmm. je ne sais pas comment le qualifier, un homme perdu, un pauvre homme qui, Un finalement, pauvre type, ouais. un pauvre type qui finira comme son père, alcoolique et sous les ponts. Voilà ce qu'elle lui renvoie. Pour en revenir au mariage, ce qui est incroyable, c'est que ça se joue 2 fois. C'est-à-dire qu'il a une autre maîtresse à qui il a aussi promis le mariage quasiment à la même date et à qui il ment, elle aussi. Ça donne un côté pathologique, en fait, à cette histoire. Écoutez, je sais pas. Aussi, côté pathologique, c'est cette incapacité à cet homme de dire non, parce que cet autre mariage, il n'y avait pas de relation sérieuse, je ne sais plus si c'était arrangé ou présenté par la famille, il avait promis qu'il se marierait de mémoire, mais celle vraiment avec qui il avait une relation durable et dont il était amoureux et admiratif, c'était Anne-Laure Urvois. Et celle-là, par ses agissements, par ses mensonges, par cette fuite en avant qui était la sienne depuis des mois et des années, eh bien, il est en train de la perdre et je crois qu'il ne l'a pas supporté. Je voudrais, Maître Martin, qu'on consacre 1 ou 2 minutes au car ferry, quand même, parce que la Ouais. justice, quand même, quand elle veut faire les choses, c'est mettre les moyens. Moi, je trouve que c'est une occasion formidable de le souligner, parce que les gens disent toujours, et c'est vrai que la justice manque de moyens, etc. Mais en matière criminelle, on est quand même quelquefois surpris par les moyens qui sont Et- investis. Effectivement, mais enfin, objectivement, c'est la moindre des choses, Je sais pas. parce que opposer les frais d'un armateur pour permettre de résoudre une affaire criminelle terrible et permettre à ce que la justice soit rendue et qu'un coupable ne fuit définitivement de l'autre côté de la Méditerranée, je pense que la bonne décision a été prise et la justice a montré évidemment qu'elle mettait en priorité l'humanité, la justice et avant des considérations économiques. Il est sorti? Non, pas encore. Enfin, de Pas mémoire, encore. moi, j'ai plus de contact avec lui depuis plusieurs années. Il doit être loin de la sortie, mais Ouais. je ne crois pas qu'il soit Enfin, sorti encore. il est conditionnable, a priori. Oui, il est. Il est Ça fait conditionnable. plus de 14 ans qu'il est incarcéré. Voilà. C'est un homme qui se comportait parfaitement en détention jusqu'à ce que je le perde de vue. Donc, j'imagine qu'il a dû percevoir les remises de peine. Et je crois que c'est un homme qui est capable de se réinsérer. Merci infiniment, Maître Alexandre Martin du barreau de Toulouse. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.